Là, j'ai fait un premier montage à blanc, c'est-à-dire sans mettre les vis, hein, puisque ici, par exemple, on voit pas bien là. Si là, normalement, on a deux petites vis, 1,6 mm de diamètre. Ici, on a une vis à bois pour bloquer l'articulation. Donc, je les pose pas pour le moment. C'est juste un essai pour voir comment ça coulisse. Donc, avec un petit peu de travail de nettoyage, un petit peu de papier de verre, un petit peu de lime pour enlever les bavures, ça bouge plutôt pas mal. C'est même presque trop flex ici. J'espère qu'une fois que la charnière sera serrée, ça sera un petit peu plus rigide, on va dire, pour pouvoir garder la position tout simplement. Et surtout la raison principale pour laquelle je fixe pas pour l'instant, c'est que il faut que je puisse démonter l'ensemble. C'est-à-dire que si je le monte et que je le visse au fur et à mesure, ça va être compliqué après. C'est-à-dire que par exemple ici, cette articulation là dans laquelle il y a une cheville qui va venir, en fait je l'ai pas reprise, elle est pas limée, je l'ai pas retouchée tout simplement parce que j'attends d'avoir la pièce qui va aller dedans et qui va pivoter pour faire un nettoyage propre pour que ça soit ajusté au mieux. Et quand l'ensemble sera bon, je redémonterai tout. Pour vous donner une idée du type d'ajustement qu'il faut faire, par exemple cet axe qui va servir à retenir ces deux pièces, il doit passer ici, c'est pas le cas, il doit descendre jusqu'en bas, je sais pas encore si c'est le cas. Mon imprimante, c'est un kit Dagoma Discovery 200 que j'ai upgradé progressivement sur 2 ans et demi, 3 ans jusqu'à une Disco Ultimate 200. Et j'ai ajouté un huileur de filament que j'ai conçu, dont le modèle est disponible sur Thingiverse. Le premier ajout indispensable, c'est l'écran de contrôle, inutilisable sans ça. Et le deuxième, c'est les tiges filetées à axe trapézoïdal rattrapage de jeu sur l'axe des Z. Ça fait une différence énorme. Et les accessoires indispensables, de l'alcool à brûler et un sopalin pour dégraisser le plateau, la petite palette pour détacher l'impression à la fin, et une petite pince auto-serrante très pratique pour nettoyer, pour purger la tête d'impression avant le début de l'impression. Le slicer que j'utilise, c'est Simplified 3D. Alors tout simplement parce qu'à l'époque où je l'ai choisi, les versions de Cura ne permettaient pas exactement les mêmes réglages en termes de support. Donc pour illustrer mes réglages, là j'ai importé le modèle d'une seule phalange du pouce. Je vous montrerai le modèle, je vous montrerai les différents réglages, les différents onglets, les différents réglages, et je vous montrerai aussi, là ça va être un tout petit peu long mais pas trop, surtout leur effet en fait dans la manière dont l'impression va être pilotée. Ça c'est l'ensemble des pièces qui constituent le majeur, y compris les axes en fait qui vont passer dans les pivots. Donc même si les fichiers sont disponibles individuellement, je les ai groupés pour deux raisons. C'est que déjà ça me permet de faire un lot homogène, c'est-à-dire que si ça sort correctement, j'ai toutes les pièces pour faire un doigt. Et puis ça fait un volume et donc une durée d'impression là qui est entre 2 et 3 heures selon les lots. L'idée c'est de pas remplir le plateau et d'arriver 20 heures après avec quelque chose qui aura peut-être pas marché. Un petit détail mais qui ne concerne que mon imprimante, en fait là l'ensemble des pièces elles sont groupées et elles sont pas centrées, c'est-à-dire que je les ai volontairement décalées vers l'arrière du plateau. Alors la raison à ça, c'est que mon plateau est très légèrement bombé au centre, en fait il n'est pas parfaitement plan, et si j'imprime plein centre, en fait la première couche est trop fine, c'est-à-dire que la buse, la tête d'impression, elle se calibre à 4 endroits qui sont grosso modo par ici, quoi. Et donc du coup, quand je démarre au centre, c'est trop proche du plateau, et la première couche est vraiment écrasée, et du coup j'ai de la surextrusion, ça claque, c'est pas terrible. Donc j'ai pris l'habitude de prendre l'ensemble de mes pièces et de les décaler, alors soit vers le fond, soit sur le côté, soit devant, ça dépend de leur taille.
Réglage de base. Le premier réglage, évidemment, c'est le diamètre de la buse. Donc j'ai une buse de 0,40. Je force pas de l'extrusion, j'utilise pas le multiplicateur d'extrusion et je laisse la largeur d'extrusion sur automatique. Et on voit que avec une buse de 0,40, le logiciel me propose 0,48 mm. J'ai fait différents essais. Si je force en manuel à 0,40, j'ai une moins bonne adhésion entre les différentes spires, les différents contours en fait d'une couche. Donc je préfère le laisser comme ça. Un point important là, c'est débrayage à la fin, distance de débrayage. Ça va arrêter le moteur en fait de l'extrudeur un petit peu avant la fin d'une boucle. Et on peut régler la distance. Alors ça évite quoi? Ça évite que, avec la pression qui reste, en fait, on extrude trop de plastique entre le départ d'une spire et la fin de la spire. Ensuite, les couches. Donc sur ce modèle-là, qui est assez fin, assez précis, je suis parti sur une hauteur de couche de 0,15 mm. Très souvent, j'imprime en 0,2, c'est plus rapide. Passer à 0,10, c'est possible, mais c'est très très long et beaucoup plus compliqué à gérer. Donc je suis parti sur du 0,15. J'ai mis 8 couches solides supérieures, donc on va dire le haut des pièces en fait sera constitué de 8 couches. Le bas aussi. Et j'ai 4 coques de contour, 4 périmètres en fait par étage. J'ai choisi d'imprimer l'extérieur d'abord et de finir vers l'intérieur. Alors on verra pourquoi, mais ça me permet d'avoir une dimension extérieure qui sera exacte, et c'est important en particulier pour toutes les pièces articulées. Hauteur de couche, rien de particulier. La première couche est à 100%. J'ai un plateau Biltac qui accroche pas mal, que je nettoie systématiquement à l'alcool à brûler. La largeur de la première couche, pas la peine non plus de l'augmenter. Par contre, la première couche sera imprimée un peu plus lentement que le reste. Les points de départ. Pour chacune des couches, il y a deux options que j'utilise. C'est soit on prend des points aléatoires pour tous les périmètres, c'est-à-dire qu'aucun des périmètres ne va démarrer exactement au même endroit, mais c'est un peu plus long. Il y a une option qui est pas mal, c'est optimiser les points pour la vitesse d'impression la plus grande, donc c'est le logiciel qui va choisir. Petit inconvénient, c'est qu'on peut avoir à quelques endroits 3, 4, 5, 6 couches successives qui démarrent et qui s'arrêtent au même endroit, et donc le risque d'avoir une petite nervure, une petite bavure, si on n'a pas bien géré la fameuse distance de rétractation avant la fin de la couche qu'on a vu dans l'onglet précédent. Ensuite, l'onglet addition. Donc addition, comme son nom l'indique, c'est tout ce qu'on va rajouter par rapport au modèle Estel qu'on a importé. Le premier, c'est est-ce qu'on veut utiliser une jupe ou un rebord. Donc moi, oui, clairement, je vais utiliser une jupe. On verra pourquoi. Ça va permettre en fait de faire une ou deux ou trois premières couches beaucoup plus larges, mais qui vont grandement améliorer l'adhésion des premières couches sur le plateau. Ici, comme j'imprime en 0,15, j'ai demandé 2 couches pour la jupe. Quand je suis en 0,20, j'en mets qu'une, ça suffit. Là, ça permet d'avoir une adhésion et on va dire une partie de fixation en fait qui sera plus solide tout simplement. Un réglage qui est très important, c'est le décalage de la jupe par rapport à la pièce. C'est-à-dire qu'ici, j'ai demandé à ce que la jupe soit espacée, soit écartée de 2 dixièmes de millimètre par rapport à la pièce. Alors pourquoi? Parce que ça permet tout simplement de la détacher beaucoup plus facilement à la fin. Si on met 0, les 2 couches de la jupe vont être soudées aux premières couches de la pièce et ça nécessite un nettoyage beaucoup plus important. Le nombre de contours, donc la jupe, là, 10 contours. Alors sur les 10, en pratique, comme je purge la tête d'impression à chaque début d'impression, les 2 ou 3 premières, souvent, n'extrudent rien. C'est-à-dire que le filament sort pas. Donc avec 10 couches, je suis à peu près sûr d'avoir entre 6 et 7, 8 des fois couches utiles. Le radeau, je m'en sers pas. Mon plateau est suffisamment droit pour que j'ai pas besoin d'utiliser un radeau.
Un pilier d'amorçage, non. Pour nettoyer la buse, je le fais en prenant ma petite pince. Et un bouclier anti-bavure, un hose shield à l'extérieur de la pièce, c'est absolument pas utile puisque j'ai pas d'impression multitête avec différentes couleurs, etc. Donc j'ai pas de problème de ce côté-là. L'onglet suivant, important, c'est l'onglet remplissage. Donc une fois qu'on a défini le nombre de couches de contour en fait de la pièce, est-ce qu'on veut ou pas remplir l'intérieur de la pièce? Alors là, oui, on veut la remplir. Donc j'ai choisi un pourcentage de remplissage de 15%, on verra ce que ça donne, et un motif, donc dans ce logiciel j'ai choisi le nid d'abeille rapide. Alors nid d'abeille rapide, c'est tout simplement, le nid d'abeille c'est un hexagone, là on va faire la moitié de l'hexagone sur une couche, et l'autre moitié sur la deuxième. C'est suffisant pour ce que j'ai à faire, donc c'est pas la peine de faire un nid d'abeille complet qui prendrait plus de temps et plus de plastique. Chevauchement du contour, on va autoriser 3% de dépassement entre guillemets du remplissage pour qu'il soit bien soudé au coq périmétrique, en fait au coq de périmètre, pas de surextrusion particulière, une longueur minimale 1/10 de millimètre, et ça c'est important, on fait le remplissage toutes les couches. J'ai essayé des options où, en disant on fait le remplissage que toutes les 2 ou 3 couches, ça rend vraiment rien de bien et je l'utilise pas. Alors, j'ai pas modifié les angles du remplissage, hein. Quand on utilise des remplissages type triangulaire ou gris, etc., on peut demander à ce qu'ils soient pivotés, mais là, ça n'est pas le cas. Et ensuite, les supports. Alors, comme on a affaire à des pièces qui sont courbes à peu près dans tous les sens, qui sont imprimées à la verticale, il est évident qu'il va falloir des supports. Donc, la première option, c'est oui, je veux produire du support. Le pourcentage de remplissage du support, il est autour de 20%, il est à 19%, ça change pas grand-chose. Et ici, une option qui est importante aussi, c'est j'ai demandé une couche de base sous les supports. On peut mettre 0, ça veut dire qu'il y aura uniquement le support qui sera imprimé à la surface du plateau, en fait, du biltock, et ça tient moins bien. Donc avec une couche pleine en dessous des supports, c'est bon. Même chose que pour le remplissage, on n'attend pas, on n'essaye pas de faire trois couches de support d'un coup pour gagner du temps, ça tient beaucoup moins bien. Pas de couche de support dense, donc les couches de support dense, ça revient à fabriquer un plateau en haut du support, mais c'est beaucoup plus difficile à détacher, et avec cette option, donc sans le support dense en haut, ça marche très bien. Autre option qui est importante, type de support uniquement depuis la plateforme, c'est-à-dire que si j'ai des parties en surplomb, on va dire en hauteur, qui auraient pu être remplies avec du support, là j'ai demandé à pas le faire. On verra ce que ça donne et vous verrez que c'est suffisant. La résolution du pilier de support, c'est pas du tout l'espacement physique qu'on va obtenir quand il sera imprimé, puisque ça va se régler avec le pourcentage qui est ici. C'est on va dire l'écartement que le logiciel va utiliser simplement pour faire le calcul des endroits où il faut du support. Donc là 3 mm c'est suffisant. L'angle de surplomb maximal, c'est on produit du support à partir du moment où la pente en fait de la surface qu'on veut supporter dépasse 50 degrés. Souvent par défaut c'est réglé à 45. J'ai fait un paquet d'essais, un paquet d'impressions sur cette imprimante, et à partir de 50 degrés c'est bon. Un élément alors très important, décalage horizontal depuis la pièce, 4/10. Ça veut dire que horizontalement, donc en X et en Y, les supports ne toucheront pas la pièce, ils seront écartés de 0,4 mm, ce qui facilite énormément le décollage et l'enlèvement des supports aussi. Un autre élément très important, couche de séparation verticale supérieure, c'est-à-dire que le support ici va s'arrêter une couche avant de toucher la pièce. Même raison, si je mets 0, la dernière couche de support sera au contact de la pièce, et pour enlever le support, ça va être pas un cauchemar, mais ça va être vraiment compliqué. Par contre, en bas, comme j'ai choisi des supports uniquement depuis le plateau, 0, c'est-à-dire que le support, il va démarrer, il va être soudé sur la première couche. Et pour les angles, c'est pareil, on peut s'amuser à faire pivoter l'orientation des supports, mais ici, aucun intérêt. J'ai basculé en mode prévisualisation de l'impression, donc on va voir ce que donnent les paramètres. Donc ça, c'est uniquement
La première couche, donc celle qui va toucher le plateau, donc tout ce qui est en mauve, là, ça correspond en fait à la jupe. Donc là, on a les, je sais plus, 8-10 couches de jupe. Alors, un des intérêts aussi de rapprocher les pièces au départ, c'est que les jupes de chacune des pièces vont être soudées, ce qui fait qu'il y a une surface de contact avec le plateau qui est plutôt pas mal. Ce qu'on voit, je vais agrandir un petit peu aussi, ce qu'on voit, pardon, je suis pas sur la, si je suis sur la première couche, ce qu'on voit ici, là, les petits zigzags blancs, ça correspond aux endroits où il y aura des supports. Et comme pour les supports, j'ai demandé aussi une première couche pleine pour les supports. Donc ça va correspondre à la zone où il y aura les supports. Ce qui est intéressant à regarder tout de suite, c'est, je vais le déplacer, l'espace ici. Puisque quand j'ai réglé le support, j'ai dit que je ne voulais pas que ces supports horizontalement, donc ici et ici, soient au contact de la pièce. Tout simplement pour pouvoir les enlever plus facilement. Autre chose qu'on voit, c'est que ces couches-là, par exemple, ici, 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 ça c'est les périmètres extérieurs et ça c'est l'intérieur, elles semblent interrompues. En pratique, elles ne le seront pas. Ça correspond au réglage. Arrêtez l'extrusion 0,10, 0,20, 0,30, comme vous voulez, millimètres, avant la fin de la boucle, parce que la pression qui reste dans la buse, de toute manière, va finir de sortir le plastique et ça évitera d'avoir une bosse sur le côté à chaque départ arrivé. Alors là, je ne sais pas si ça imprime comme ça ou si ça va imprimer comme ça, mais en tout cas, le résultat sera le même. Donc là, je vais faire monter la deuxième couche. Là, je monte un petit peu plus, donc on voit que les pièces commencent à sortir. Et vous voyez que les supports, j'avais demandé, je ne sais plus, 19% de remplissage de support, même si la couche... Là, j'allais dire la couche qui supporte les supports est pleine en bas. Les supports eux-mêmes, en fait, c'est ça. Ça fait des espèces de chicanes, là. Et cet espacement-là correspond, grosso modo, aux 20%, 20% et quelques que j'avais demandé dans les réglages. Donc ça, c'est le départ, ce qui va permettre d'avoir un bon début, une bonne accroche à la base et des choses qui vont tenir, qui vont être solides. Toujours pour les supports, donc là on est beaucoup plus haut, vous voyez que je suis à la couche 242, donc on est presque en haut de l'impression. Donc là on voit en orange en fait les supports en nid d'abeille rapide, c'est-à-dire si je fais avancer, vous voyez, j'ai monté d'une couche, donc on va imprimer ici, ici, ici. Là on n'en a pas mis. La couche d'après, c'est croisé dans l'autre sens, on fait les horizontales et ainsi de suite. Donc ça c'est le Fast Honeycomb en fait, et c'est presque aussi solide que du nid d'abeille normal, sauf que ça va vraiment beaucoup plus vite. Vous voyez que le taux de remplissage que j'ai choisi, qui n'était pas très élevé, il est suffisant puisqu'on a quand même 4 coques de contour extérieur, donc 4 x 4, 16... presque entre 1 mm 6 et 1 mm 8, puisque ça imprime à 0,48 en fait, donc ça fait une bonne épaisseur. Et ça, c'est plus une sécurité pour renforcer les pièces, mais ça serait peut-être même pas nécessaire. Les autres onglets, donc, qui vont pas jouer sur la géométrie de l'impression, mais sur ses paramètres. Température, donc là c'est simple, j'imprime tout le modèle avec un seul réglage, donc là je suis à 210 degrés. Ça dépend du PLA que vous utilisez, de la marque. Alors ça peut varier entre 190, 220, 230. Pour du PLA, 230 c'est trop. 210 c'est bien pour moi. Quand c'est en plein hiver et qu'il fait froid, souvent je monte de 10 degrés parce que la pièce dans laquelle se trouve l'imprimante n'est pas chauffée et ça joue. C'est-à-dire que si la pièce est à 15-16 degrés, une température plus basse, ça va pas se passer de la même manière. Donc là, pas de différence, toutes les couches, à partir de la couche 1, on est à 210 et on change rien. Le refroidissement, là j'ai 3 vitesses de ventilation différentes. C'est-à-dire que je démarre à la couche 1, de la couche 1 à la 2, donc couche 1, 1 à 3 exclus, ventilateur arrêté, c'est-à-dire que je ne refroidis pas ce qui a été imprimé. À partir de la couche 3, donc la couche 3 jusqu'à la couche 4 incluse, je le mets à mi-régime, et à partir de la couche 5, le ventilateur tourne à fond, et ça refroidit chaque couche qui est imprimée. Pourquoi est-ce que je fais ce choix-là? C'est que ça me permet
compte tenu de la faible épaisseur des couches, de la première couche de support, etc., de garder le PLA légèrement souple, on va dire, légèrement encore malléable, et de le refroidir progressivement jusqu'à partir du moment où l'ensemble de l'impression est bien lancé. C'est-à-dire que ça me permet de répartir les tensions qu'il peut y avoir au démarrage de l'impression. Si je ventilais directement dès la couche 1, ben en fait, cette première couche, en refroidissant, elle pourrait commencer à se rétracter. Et la couche suivante, la 2, la 3, la 4, serait peut-être pas aussi bien. Donc ça, c'est une habitude que j'ai prise et qui fonctionne plutôt pas mal. Donc l'onglet J-code, j'utilise pas. Les scripts, j'utilise pas. Alors vitesse d'impression, oui, évidemment. L'ensemble du modèle, il est imprimé à 90 mm/s. Avec, alors pour la première couche, on a vu qu'il y avait un réglage à 70%. Les sous-vitesses de contour, c'est-à-dire que pour le contour extérieur, je ralentis un petit peu, 85. Les vitesses de remplissage pour l'intérieur et les supports, on ne change rien, 100%. Après, les mouvements rapides sur les axes XY et en vertical, ça dépend de votre imprimante. Un paramètre par contre qui est important, qui est que pour les couches qui durent moins de 10 secondes, c'est-à-dire peu rapide, alors typiquement ça va être le bout d'un doigt, en fait, quand vous avez imprimé toutes les pièces basses et qu'il ne reste plus que le haut d'une colonne, dont la section diminue, en fait les couches vont de plus en plus vite. Là, il faut laisser le temps à chaque couche de refroidir avant de passer la suivante. Donc toutes les couches dont la durée d'impression est inférieure à 10 secondes, j'autorise le logiciel à ajuster lui-même, à réduire lui-même cette vitesse d'impression jusqu'à 5% des 90 mm/s si nécessaire. C'est-à-dire qu'il va ralentir tout seul au fur et à mesure qu'on va approcher du sommet. Et le dernier onglet qui nous intéresse, c'est l'onglet réglage avancé où il y a quelques paramètres qui m'intéressent. Alors celui-ci, par exemple, comportement du mouvement, c'est éviter, quand on déplace la tête pour aller d'une zone d'impression à l'autre, là on lui dit évite de passer sur les parties de la pièce. C'est-à-dire fais le tour si nécessaire. Alors le facteur détour maximum, c'est on l'autorise à faire jusqu'à 3 fois la distance par rapport au plus court pour éviter de passer sur une zone en fait qui doit être propre. Un autre élément qui est important avec ce type de modèle, c'est les parois minces. Alors les parois minces, c'est quoi? C'est comme je démarre l'impression à l'extérieur du modèle, si avec mes 2, 3, 4 premiers tours, il me reste au centre un petit espace vide qui est moins large que 0,48 mm, il n'y a pas moyen de passer un autre coup d'extrudeur avec les réglages de base. Donc pour les murs intérieurs, ce qui m'intéresse, ici j'autorise le remplissage en mur simple. C'est-à-dire que le logiciel va moduler en fait l'extrusion du plastique et donc la quantité et donc la largeur du trait de plastique pour essayer de combler un espace qui va peut-être faire 0,2 mm, 0,25, 0,3. Là, on autorise 3% de chevauchement, donc on va dire de bavure pour que ça colle au coq qu'il y a autour. Et quand on autorise le remplissage en mur simple, on va avoir des paramètres en dessous qui sont, je fais ça que si j'ai au moins 4 dixièmes de plastique de vide. Je fais ça que si le vide fait au moins 30% d'une largeur normale. C'est-à-dire que si je suis à 10% de mes 4 dixièmes, je ne vais pas m'embêter à essayer de venir glisser un microfil de plastique. Jusqu'à 100%, donc à partir de 100%, normalement on devrait être capable de passer un autre trait de plastique en fait standard, et distance d'extrusion au point final, c'est pour souder cette petite crotte, ce petit rajout de plastique qui va être fin, on peut aller jusqu'à 1 dixième de millimètre au-delà de la limite géométrique. Et là, on a un bon exemple du paramètre autorisé, le remplissage des murs intérieurs fins. C'est-à-dire qu'ici, j'ai la pièce a une dimension qui fait que j'ai 3 périmètres complets, donc l'extérieur, 2 périmètres intérieurs, et au milieu,
il reste un espace en fait qui est normalement pas assez large pour pouvoir passer un quatrième contour. Donc le petit trait qu'on voit en vert ici, de la même manière ici, ici aussi, ça correspond au paramètre qui est dans le réglage avancé, qui dit autoriser remplissage simple des murs intérieurs. Donc là, ça se voit pas à l'écran, mais cette extrusion là, elle fait même sûrement moins de 0,48 mm. Elle peut descendre jusqu'à 2 dixièmes s'il faut, mais ça permet de consolider, de compléter le contour intérieur. Même chose ici, ça correspond à un des axes en fait, donc qui est un cylindre. Et sur la dernière couche complète de cet axe, en fait, il reste un gap ici, là qui va être rempli parce qu'on a autorisé aussi l'extrusion de murs simples en extérieur.